Le détroit d'Ormuz constitue un passage ou un canal stratégique important, notamment pour le transfert du gaz et du pétrole, des carburants. Et toute crise reliée à ce passage maritime a ses répercussions pas seulement sur notre région, mais sur le monde entier, et concerne aussi la stabilité, la sécurité, a ses répercussions sur l'économie et évidemment les prix du pétrole et la flambée, si on peut le dire, du prix des pétroles. Pour nous donner plus d'éclaircissements à partir de la perspective droit international, nous avons le plaisir d'avoir au studio Dr Ibrahim El-Bouhairi, professeur de droit international. Dr Ibrahim El-Bouhairi, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Tout d'abord, la Convention, comment peut-on parler du droit international quand on parle du passage d'Ormuz, du détroit d'Ormuz? La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou la Convention des Nations Unies d'une manière générale régissant les guerres. Comment peut-on dire que ceci affecte la navigation ou est censé protéger la navigation dans ce détroit? Vous voulez dire la liberté de passage dans les détroits internationaux, en d'autres termes, quoi. En effet, en droit international, nous avons d'abord une réglementation, je puis dire, conventionnelle concernant les détroits internationaux qui a été élaborée dans le cadre des conventions des Nations Unies. Avant l'élaboration de ce genre de conventions, c'est le droit international coutumier qui réglemente, qui gère les questions de droit de la mer. Et nous avons des précédents devant la Cour de justice internationale ayant rendu un arrêt célèbre en 1949 précisément concernant le détroit de Corfou, exactement, qui a concerné un conflit entre la Grande-Bretagne et l'Albanie. Donc, s'agissant de la question posée, à savoir les détroits d'Ormuz, on doit distinguer en droit international entre deux catégories de détroits. Les détroits exigeant le respect du droit de passage, ce sont les détroits qui mènent à la haute mer ou qui mènent, comme le dit la Convention, à des zones économiques exclusives, tel que le cas du détroit Ormuz qui mène à la zone pétrolière des Golfe, la zone des gaz et des produits pétroliers. Donc, dans ces conditions, la Convention des Nations Unies devrait bel et bien s'appliquer et garantir la liberté de passage d'une façon exclusive. Seulement, il se trouve que la convention dite, cette convention de 1986, cette convention n'a pas été signée ni par l'Iran, ni par les États-Unis et les Émirats arabes unis. C'est le sultanat du Oman qui a ratifié cette convention. Une convention donc, quoique multilatérale, puisque rendue dans le cadre des Nations Unies, mais non signée par un État, c'est une convention qui ne s'applique pas forcément sur cet État. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas à revendiquer le respect des principes exigés par la Convention par l'Iran, parce que l'Iran lui-même n'a pas ratifié cette convention. La même chose pour les États-Unis et, comme je dis, les Émirats arabes unis. Donc, il se trouve que ce passage international, qui est de longueur de 200 km, de largeur presque 50 km, on a presque la moitié de ce largeur qui rentre dans les eaux territoriaux de l'Iran. L'Iran peut revendiquer sa souveraineté conformément au droit de la mer sur ses eaux territoriaux. Reste alors l'autre partie qui appartient au sultanat du Oman. Donc il existe en effet une convention bilatérale entre l'Iran et le sultanat du Oman concernant la gestion, l'administration de ce passage international. Oui, est-ce que les conventions et le droit international
peut être exclu en moment de crise. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les gens mettent de côté les conventions, les articles du droit international et les chartes en moment de crise? Normalement, le droit international devrait s'appliquer à tout moment. Le droit international dans ses filières, quoi. Le droit de la guerre, le droit international humanitaire, le droit de la mer. Il s'agit des règles juridiques élaborées, que ce soit par le biais de la coutume internationale ou par les voies conventionnelles, à savoir les traités et les conventions conclues et ratifiées entre les États. Donc dans ces conditions, le droit international devrait s'appliquer à tout moment, même au moment des crises. Mais ce que se passe aujourd'hui, que chaque État revendique des causes, des faits et des causes qui font en quelque sorte que la règle du droit international soit écartée, soit mise à côté. Tel que se passe aujourd'hui, on a vu dans ce conflit que les États-Unis, lui-même et Israël ont parti en guerre sans l'aval du droit international. C'est bien ces deux pays qui ont attaqué l'Iran sans que le droit international couvre cette attaque. Et l'Iran, de son côté, considérant qu'il s'est fait attaquer, il revendique l'utilisation de ce passage international pour soi-disant se protéger et en revendiquant le droit à l'autodéfense, en prétendant que ce passage peut, si elle est utilisée par les États ennemis, correspond à une menace. Donc, sur le terrain de droit, on va trouver que le droit international coutumier seulement que devrait être invité à s'appliquer à cette question du droit d'Ormuz. D'ailleurs, on a bien vu que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz et les États-Unis contrôlent l'Iran. Elle a provoqué un blocage après le détroit d'Ormuz pour interdire les navires allant vers l'Iran de rentrer dans les eaux de la mer. Donc une violation commise par l'Iran suivie d'une autre commise par les États-Unis. Donc si on parle des règles de droit. Donc vous venez de dire une violation commise par l'Iran. Le simple fait que le détroit d'Ormuz est sous la gestion de l'Iran et que l'Iran a pris la décision de fermer le détroit, donc ceci est contre la loi. Bien sûr, comme on a dit, on a en droit international, on a deux catégories de détroits. Des détroits comme les détroits des tyrans en Égypte. Il s'agit de détroits ayant des surfaces en mer qui rentrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État riverain, comme les détroits, comme on a dit, de tyrans. Ces détroits rentrent dans les eaux égyptiennes. Et donc l'Égypte peut user de son droit interne pour protéger le passage ou pour contrôler le passage de ce genre de détroit. D'ailleurs, ce genre de détroit ne mène pas à des zones économiques exclusives. Il le mène uniquement à la Cisjordanie ou à la Jordanie et à l'État hébreu. De l'autre côté, on a des détroits comme le Bab el-Mandab ou comme le détroit d'Ormuz qui mènent à la haute mer d'une part et de l'autre qui conduit à des zones économiques exclusives telles que se passe dans les États du Golfe. Donc cette dernière catégorie, elle est exigée conformément au droit international, et je peux dire dans ce cas-là coutumier. Pourquoi coutumier? Parce que l'Iran n'est pas censé se soumettre à la Convention des Nations Unies puisqu'il ne l'a pas ratifiée. Donc dans le cas de l'Iran et dans le cas des États-Unis, on ne doit pas parler de l'application de ce traité, de cette convention, parce que les deux pays belligérants n'ont pas ratifié cette convention. Donc le seul principe qui s'applique dans ce cas-là, c'est le principe du droit international coutumier, qui est d'ailleurs la source et l'origine de la convention. En effet, la convention a mis ses conditions, a mis ses clauses, a mis ses dispositions, bien évidemment à la lumière du droit international coutumier. Donc, mais est-ce que dans ce cas, il y a des responsabilités juridiques? Dans un tel cas, dans la mesure où les pays concernés n'ont pas ratifié cette convention, le tribunal international de la mer n'aurait pas le titre de compétence. Seule la Cour de justice internationale
peut être saisi au cas où, dans les cas où il arrive des accidents impliquant la responsabilité des États ou, comme on a dit, les menaces même concernant le commerce international, c'est-à-dire le blocage voulu décidé par l'Iran et renforcé aujourd'hui par les États-Unis qui cherchent à exercer des pressions sur l'Iran afin qu'il se relâche, gêne, je peux dire, bloque le commerce international, donc cause des préjudices. Cause des préjudices à tel point que les États européens se sont réunis hier, avant-hier, pour essayer de trouver des solutions vraiment contraignantes pour l'ensemble des pays concernés par la crise. Donc la Cour de justice internationale peut être saisie. Bien sûr, je pense qu'on verra dans les jours qui viennent les propriétaires ou les États ayant des navires qui ont subi de préjudice, elles vont saisir la justice internationale pour demander des dommages et intérêts concernant les préjudices à cause desquels ou pour lesquels la crise actuelle les a provoqués. Et est-ce que ceci s'impose ou s'applique aussi aux pays qui ont subi des pertes économiques importantes à cause de la perturbation de la navigation? Toutes sources de préjudice. Faut-il seulement prouver que les actes commis par les États belligérants, notamment l'Iran par exemple, puisqu'on parle toujours de l'Iran, étaient la source et l'origine et la cause de ces pertes économiques et humaine, s'il y a lieu, provoquée par ces actes commis par les États concernés. Est-ce qu'on peut dire que le droit international est puissant et est appliqué? Est-ce que le droit international est capable ou a été capable de gérer des crises? Pour mieux comprendre la situation, en droit interne, ce que garantit le respect et l'exécution, c'est la force de l'État qui a rendu ces lois, le droit interne. En droit international, la situation est différente. La situation est différente puisque les États sont souverains, il n'existe pas de police internationale, comme on le dit toujours, qui garantit, qui oblige chaque État de respecter les principes du droit international, et notamment quand on voit que les États les plus forts, ce sont eux qui, des fois, violent les principes du droit international. On a beau créer les Nations Unies pour garantir d'abord l'élaboration d'un droit international moderne, et également dans cette même organisation, on a créé un ensemble des organes comme le Conseil de sécurité qui devrait jouer le rôle des policiers garantissant l'exécution ou l'exécution du droit international. Malheureusement, ce rôle attribué au Conseil de sécurité est toujours en peine à cause du système de veto utilisé tout le temps par chaque État ayant un intérêt politique ou économique ou autre. On le voit très bien que quand les États-Unis ont un intérêt, ils bloquent les résolutions des conseils de sécurité. Quand la Russie a un intérêt, on utilise également ses amis pour bloquer, et l'ensemble de la communauté internationale, je parle de l'ensemble des États moins puissants, c'est à eux qu'on revendique la soumission du droit international. Un droit, pour qu'il puisse être garanti, il devrait être respecté partout et surtout par les plus puissants qui devraient être l'exemplaire pour la société internationale. Et quels sont les principaux outils dont dispose la communauté internationale pour se défendre, pour protéger ses droits ou pour gérer les conflits? Les dispositions entre les mains de la communauté internationale. Vous savez, je me rappelle très bien, pendant les années 60, on avait le bloc Est et le bloc Ouest. Et les États des tiers-monde, pour essayer de se protéger de ces deux ensembles qui se heurtaient à l'époque, on a créé à l'époque de Nasser le groupe des États non alignés. Et ça a duré une période. Et après, avec l'effondrement de l'Union soviétique, avec les changements de la politique internationale... Je veux dire un outil juridique, c'est-à-dire si la communauté internationale est affectée par les conflits, par les guerres ou par les exactions qui enfreignent à la loi,
que peut faire la communauté internationale pour avoir ces droits, pour proclamer leurs droits? Les outils juridiques existent. On a dit, on a le droit international par ses pilières et ses principes. On a une organisation créée. On s'adresse à qui? Mais voilà, donc c'est un état, je peux dire, catastrophique de la société internationale. Catastrophique pourquoi? Parce que naturellement, ce sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, ce sont les grandes puissances qui devraient garantir le droit international. Garantir le droit international dans tous ses termes, c'est-à-dire respect et exécution. Aujourd'hui, même les États européens se sentent des fois à l'impuissance de faire face aux États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est la diplomatie américaine qui fait en sorte que le droit, c'est le droit des plus forts. Et on le voit très bien, ce n'est pas la seule situation délirante que se passe aujourd'hui. Il y a quelques mois, on a vu comment les États-Unis se sont attaqués à un État comme le Venezuela, en décapitant même les chefs de l'État. Donc cet acte est bien sûr contraire au principe du droit international. Pourquoi ils l'ont commis? On l'a vu, qu'elles disent même que les sources pétrolières correspondent à une des causes de cet acte commis. Donc faut-il appeler les Américains de jouer vraiment les rôles. Les rôles des Américains, ce n'est pas seulement, étant les plus forts, ce n'est pas seulement de jouer le rôle des policiers pour protéger leurs intérêts, mais également pour réaliser une justice, une démocratie, un respect, parce qu'il faut de quoi les États risquent peut-être de se regrouper pour fonder un blocage face aux États-Unis. Parce que dans ces conditions, je pense que si les États-Unis continuaient à violer le droit international, un État comme l'Iran, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est une sorte de répercussion, de contre-coup. Vous m'avez attaqué en violation du droit international, je bloque le passage de ce passage entre guillemets, même si ce blocage, cet acte est contraire au droit international. Et les Iraniens, elles le savent à tel point qu'elles disent on ne bloque pas les passages face à toute la communauté internationale, on le bloque uniquement face aux navires des États ennemis. On l'a vu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Les Iraniennes, quand ils ferment ce passage, elles disent on a autorisé les navires espagnols, français, européens et autres et chinoises. Mais les navires ennemis, on craint qu'ils correspondent. Et dans ce cas, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour l'autodéfense? Oui, c'est un prétexte pour l'autodéfense, parce qu'ils craignent que ce passage soit contraignant pour la sécurité de l'État de l'Iran. Donc, suivant le droit international, ce prétexte proclamé par l'Iran peut s'expliquer. La loi internationale, quand elle a été promulguée au consul il y a des années ou des décennies peut-être, les conflits étaient différents. Est-ce que, à votre avis, il est temps d'amender un petit peu cette loi internationale de manière à être plus capable de gérer les conflits actuels? Le chef d'État américain, à un moment donné, avait dit que les Nations Unies, comme organisation, est devenue impuissante à régler les problèmes du monde. Et en contrepartie, elle a proposé la création d'une nouvelle entité qu'il appelait l'Organisation de la paix ou quelque chose comme ça, et a invité quelques pays à adhérer, à payer des fois même pour avoir des postes privilégiés. Donc cette tentative menée par les États-Unis ou par les chefs des États-Unis signe en quelque sorte une mise en cause pour les Nations Unies, considérées jusqu'à aujourd'hui, depuis 1945, considérées comme étant l'organisation représentative de la communauté internationale et par conséquent du droit international. Le droit international, avant la création de cette organisation, était un droit composé ou bien des règles coutumières, ou bien des arrêts judiciaires rendus par des juridictions existant avant la Cour internationale de justice, ou bien par les traités internationaux. Les Nations Unies, les Nations Unies sont venues comme organisation, pour élaborer pendant 50 ans ou plus, 70 ans maintenant, toute une série de règles que je peux dire juridiques qui correspondent à un droit international qu'on peut dire écrit. On a même vu que le droit international a commencé à avoir deux filières, le droit de la guerre, le droit international humanitaire, le droit de la mer. Il s'agit d'un ensemble de filières de droit international qui n'existaient pas autrefois. Donc
si on parle de la théorie, le droit international, comme une discipline, il est bien élaboré pour gérer l'ensemble des questions et des conflits internationaux. C'est toujours la même entité qui utilise le droit de veto. C'est a priori toujours les États-Unis ou leurs alliés. N'oubliez pas que vous êtes en face des États. Des États, pas des individus. C'est-à-dire des États qui ont des souverainetés et on n'a pas un État qui a les plans, même si on parle des États-Unis comme État plus fort, mais malgré tout, je pense que les Américains sont quasiment impuissants à appliquer cet ensemble des règles de droit international sur l'ensemble de la communauté internationale, surtout qu'eux-mêmes ne sont pas en mesure de respecter ces règles. Donc, normalement, si les États-Unis représentaient bien par leurs actes les principes du droit international, je pense que le reste de la communauté internationale allait suivre cet exemple. Je pense qu'on voit les États européens, par exemple, après l'époque de la colonisation. Aujourd'hui, on voit en Europe, on voit des États qui gèrent, qui œuvrent, qui travaillent toujours dans le cadre de respect du droit international. C'est les Américains et leurs alliés qui passent autrement pour leurs intérêts. Docteur Ibrahim El-Beheri, vous êtes professeur de droit international. Je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. Merci à vous. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine. Au revoir. Géopolitique. Juridique applicable.